se promenait sur le marché vêtu de vêtements ordinaires. Pas de costume ou de cravate fantaisie, et pas de garde du corps en vue. Il portait une simple chemise blanche, un pantalon marron et une casquette baissée pour couvrir son visage. Personne ne l'a reconnu. Ni le boucher découpant la viande de chèvre, ni la vendeuse de bananes, ni même les deux jeunes hommes poussant une brouette pleine d'oignons. Pourquoi le président faisait-il cela? Il avait l'impression de perdre le contact avec les gens. Ses conseillers lui répétaient que tout allait bien, que le pays était heureux, mais son cœur lui disait que quelque chose n'allait pas. « Je veux voir par moi-même », avait-il dit à sa femme ce matin-là. « Je veux ressentir ce que ressentent les gens, entendre ce qu'ils disent quand ils ne savent pas que je les écoute. » Sa femme l'avait regardé avec inquiétude. « Faites attention », a-t-elle prévenu. « Tu es un homme bon, mais les hommes bons ont beaucoup d'ennemis. » Ibrahim sourit et l'embrassa sur le front. « Ne t'inquiète pas, je serai de retour avant le coucher du soleil. » Maintenant, alors qu'il se déplaçait dans la foule avec deux gardes de confiance habillés comme des hommes ordinaires, personne ne lui prêtait même un second regard. Mais ensuite, il a entendu quelque chose. Une radio cassée et crépitante attachée à un bâton en bois. « Dernière nouvelle » cria une jeune voix. « Danger au palais. Des traîtres envisagent de tuer le président Traoré ce soir. » Ibrahim s'arrêta net. La voix venait d'un garçon d'environ 12 ans, vêtu d'un short déchiré et d'un t-shirt sale. Sa radio était maintenue par des fils et du plastique. Le haut-parleur crépitait, mais fonctionnait. Le garçon se tenait au sommet d'une vieille boîte en métal, criant des nouvelles comme un journaliste. « Ennemis au sein du gouvernement », a déclaré le garçon. « Ils envisagent d'attaquer le président lors d'une réunion secrète. Je le répète, il y a un complot visant à tuer le président ce soir. » Certaines personnes riaient, d'autres jetaient des pièces de monnaie dans la tasse du garçon. La plupart pensaient qu'il s'agissait simplement d'un pauvre enfant se faisant passer pour un journaliste. Mais le cœur d'Ibrahim se serra. Il se fraya un chemin à travers la foule, prétendant n'être qu'un curieux parmi d'autres. Il s'est approché du garçon et lui a murmuré « Hé, où as-tu entendu ça ?» Le garçon le regarda, confus. « Qui veut savoir ?» Ibrahim a répondu calmement « J'aime les nouvelles. Je n'ai jamais entendu quelque chose de pareil auparavant. Est-ce une blague ?» Le garçon sauta de la boîte, l'air désormais sérieux. « Ce n'est pas une blague, mon oncle. Je l'ai entendu moi-même hier soir sur ma radio à ondes courtes. Certains hommes parlaient en code, mais j'ai écouté attentivement. Ils ont dit « Ce soir, c'est le soir », et ils ont prononcé le nom du président. Le garçon se pencha plus près et ajouta « Je l'ai enregistré. Tu veux l'entendre ?» Les mains d'Ibrahim devinrent soudain froides. « Oui, » dit-il. Le garçon hocha la tête et sortit un vieil enregistreur que la plupart des gens avaient arrêté d'utiliser il y a des années. Il était poussiéreux et rayé, mais fonctionnait toujours. Le garçon appuya sur play. D'abord des voix statiques, puis faibles. « Il doit être parti avant le matin. Ce soir, quand il rencontrera le conseil, nous avons du monde à l'intérieur. Les gardes seront les nôtres. » Le cœur d'Ibrahim se serra. Il reconnut une des voix. C'était quelqu'un de son propre cabinet, quelqu'un qui s'était tenu à ses côtés hier encore. Les yeux d'Ibrahim s'écarquillèrent. « Savez-vous qui sont ces gens ?» il a demandé. Le garçon secoua la tête. « Non, mais je sais d'où vient le signal. J'ai tracé la fréquence. Je joue avec des radios depuis l'âge de 7 ans. Mon père était soldat. Il est mort quand j'étais petite. Je vis dans la rue maintenant. Mais les radios sont mon monde. » Ibrahim se sentit étourdi. Le sol sous lui avait l'impression de trembler. Il en était venu à voir la vérité de ses propres yeux, et maintenant, il l'avait entendue de ses propres oreilles. Ce garçon, ce pauvre enfant des rues, venait de lui sauver la vie.
J'ai besoin que tu viennes avec moi, a déclaré Ibrahim. Pourquoi? Demanda le garçon, méfiant. Parce que je te crois, dit Ibrahim en ôtant lentement sa casquette. Le garçon le regarda, les yeux écarquillés par le choc. Tu, haleta le garçon. Je le suis, a déclaré Ibrahim, mais gardez la voix basse. Le garçon a laissé tomber l'enregistreur. Vous êtes le président. Ibrahim murmura. Chut. Pas ici. Pas encore. Le garçon recula en tremblant. Je suis désolé si je... Tu n'as rien fait de mal, dit Ibrahim en posant une main sur l'épaule du garçon. Vous m'avez peut-être sauvé la vie. Les deux gardes, qui surveillaient à proximité, étaient désormais pleinement alertes. L'un d'eux a murmuré « Monsieur, nous devons partir maintenant. Si cet enregistrement est réel, nous n'avons pas beaucoup de temps. » Ibrahim hocha la tête. « Ramène-nous, mais amène le garçon avec nous. Il vient avec moi. » Le garçon parut choqué. « Je ne peux pas aller au palais. Je dors dans un bus en panne près de la gare. »« Plus maintenant, » dit fermement Ibrahim. « Ce soir, tu roules avec le président. » Alors qu'il se glissait dans une ruelle, la foule retournait à ses occupations quotidiennes. La radio du garçon diffusait toujours « Ce n'est pas une blague, le président est en danger. » Mais plus personne n'écoutait, hormis les ennemis. Quelque part dans la foule, un homme a sorti un téléphone et a passé un appel silencieux. C'est lui, il sait. Le convoi du président avançait tranquillement dans les rues de Ouagadougou, comme une tempête qui ne faisait aucun bruit. Mais ce soir, il n'y avait pas de lumière vive, pas de sirène et pas de crissement de pneus bruyants. Au lieu de cela, il n'y avait qu'un seul SUV noir qui roulait à toute vitesse dans les rues secondaires, évitant la circulation et restant hors de vue. À l'intérieur de la voiture, le président Ibrahim Traoré était assis à côté du garçon des rues qui venait de bouleverser son monde. Le garçon était assis avec raideur, tenant la flûte à bec cassé, comme si c'était la chose la plus précieuse qu'il ait jamais eue. Il ne pouvait s'empêcher de regarder les sièges en cuir brillant, la climatisation froide et le tableau de bord brillant. « Est-ce réel ?» murmura-t-il. Ibrahim se tourna vers lui et sourit. « C'est réel, mon fils. Tu es assis à côté de l'homme qu'ils essaient de tuer. » Le garçon cligna des yeux, surpris. « Et maintenant? Allez-vous les arrêter ?» Ibrahim secoua la tête. « Pas encore. Si nous agissons trop tôt, ils s'échapperont. Nous devons les attraper lors de la réunion de ce soir. » Le garçon se pencha en avant. « Quelle réunion ?» Ibrahim a répondu. « Une réunion privée au conseil présidentiel. Seuls les ministres et les hauts responsables de la sécurité sont autorisés à entrer. » C'est à ce moment-là qu'ils envisagent de faire grève. Les gardes n'ont rien dit, mais leurs visages semblaient tendus. Ils avaient également entendu les voix sur la bande. Finalement, l'un d'eux prit la parole. « Monsieur, nous avons besoin d'un plan. Ils n'essaieront rien à moins d'être sûrs que vous allez à cette réunion. » Ibrahim hocha la tête. « Je dois y aller. Si je ne me présente pas, ils sauront que nous sommes à leur écoute. Mais cette fois, nous serons prêts. » Il se tourna vers le garçon. « Quel est ton nom ?»« Ismaïl, » répondit le garçon. « Eh bien, Ismaïl, » a déclaré Ibrahim. « Ce soir, vous faites partie d'une mission secrète. Vous nous avez aidés à découvrir un complot dangereux, et pour cela, je vous dois la vie. » Ismaïl ne savait pas quoi dire. Il n'avait jamais participé à quoi que ce soit d'important auparavant. Il n'avait même jamais dîné avec une vraie famille. Et maintenant, il était là, assis à côté de l'homme le plus puissant du pays, l'aidant à planifier quelque chose de grand. « Puis-je demander quelque chose ?» dit doucement le garçon. « Bien sûr, » a répondu Ibrahim. « Pourquoi veulent-ils te tuer ?» Ibrahim regarda longuement par la fenêtre avant de répondre. « Parce que j'ai défendu les pauvres, » a-t-il déclaré. « Parce que j'ai mis fin aux mauvais accords avec des entreprises étrangères. Parce que j'ai empêché les gens puissants de voler notre pays. Et quand un dirigeant devient un problème, ils veulent se débarrasser de lui. » Ismaïl baissa la tête.
Il avait vu la pauvreté. Il y avait vécu. Pas de maison, pas d'école, pas d'aide. Juste les rues, la terre et une radio qui est devenue sa seule amie. « Tu n'es pas comme les autres », dit-il doucement. « Non », a accepté Ibrahim, mais tout le monde n'aime pas le changement. Lorsqu'ils ont atteint les portes présidentielles, les gardes ont rapidement contrôlé la zone. Tout semblait calme, trop calme. À l'intérieur du manoir, Ibrahim s'est précipité vers son bureau privé avec Ismaïl et les 2 gardes de confiance. Il a fait appel à son chef des renseignements, un homme avisé nommé commandant Sik, l'une des seules personnes en qui il avait encore confiance. Sik a écouté l'enregistrement avec un visage sérieux. À la fin, il a regardé le président et a dit 2 mots, « C'est réel ». Ibrahim a demandé « Reconnaissez-vous les voix ?» Sik hocha la tête. Le ministre de la Défense, peut-être le chef de la sécurité intérieure, et une autre voix que je ne reconnais pas. Le cœur d'Ibrahim se serra. C'étaient des hommes qui avaient promis de protéger le pays, des hommes avec qui il avait mangé et serré la main. « Je veux qu'ils soient surveillés », a déclaré Ibrahim, « mais ne bougez pas encore. Laissez-les penser que tout est normal et laissez-les assister à la réunion de ce soir. » Sik hocha la tête. Et le garçon? Ismaïl se tenait tranquillement près de l'étagère, tenant toujours la radio. Ibrahim s'approcha de lui et posa une main sur son épaule. « Il reste ici. Nourrissez-le. Donnez-lui un lit. Il a fait plus pour ce pays ce soir que la plupart des politiciens n'ont fait dans toute leur vie. » Le garçon sourit, petit et nerveux, mais fier. À la tombée de la nuit, Ibrahim se prépare au rendez-vous le plus dangereux de sa vie. Il portait un gilet pare-balles caché. Ses gardes portaient des armes silencieuses, cherchaient des agents infiltrés autour du bâtiment. Mais même avec tout cela, une question restait. Combien de traîtres y avait-il encore à l'intérieur? À 22h45, les lumières de la salle du conseil étaient allumées. Les chaises étaient disposées, le thé était servi. Rien ne semblait déplacé. Vers 23h, les membres du conseil ont commencé à arriver. Ils sourirent, rirent et se serrèrent la main, comme si de rien n'était. Mais parmi eux se trouvaient ceux qui envisagèrent de le tuer. À 23h10, Ibrahim est entré. La salle s'est levée. Ils ont salué. Ils ont souri. Mais les yeux d'Ibrahim scrutaient la pièce comme un faucon. Il aperçut le ministre de la Défense, assis calmement au bout de la table, en train de siroter du thé. Cet homme l'avait autrefois appelé frère, et maintenant, Ibrahim savait que le même homme avait dit sur la cassette « Il doit être parti avant le matin ». Au moment où la réunion commençait, une voix crépita dans l'écouteur d'Ibrahim. « Monsieur, » murmura Sik, « nous avons un problème. Il y a un signal suspect venant de l'intérieur de la pièce. » Ibrahim répondit à voix basse. « Quel genre de signal? Quelqu'un transmet la conversation en direct. Quelqu'un envoie le discours de cette réunion vers un endroit inconnu. Il y a un espion dans la pièce. » Ibrahim se figea. Ce n'était plus seulement un plan pour le tuer. Cela se passait sous ses yeux. Il venait d'entrer dans la fosse aux lions. Le président Ibrahim était assis immobile à la table du conseil. Son cœur battait à tout rompre dans sa poitrine. La sueur commença à se former sur son front. Il venait d'entendre un murmure dans son oreillette. « Monsieur, quelqu'un dans cette pièce diffuse votre voix. Ils envoient tout à quelqu'un à l'extérieur. Il y a un espion ici. » Il regarda lentement autour de la pièce. 12 hommes étaient assis devant lui, tous vêtus de vêtements coûteux, tous souriant et faisant comme si de rien n'était. Mais l'un d'eux était secrètement un traître. Ibrahim n'a pas de temps à perdre. Il s'éclaircit la gorge et parla d'une voix calme. « Frère, merci d'être venu ce soir, » dit-il en se forçant à sourire. « Commençons. » Alors qu'il commençait à parler de sécurité et de budget, l'esprit d'Ibrahim s'emballait. Ses oreilles écoutèrent les voix, ses yeux scannaient chaque petit mouvement.
Qui cela pourrait-il être? Était-ce l'homme qui se grattait trop le cou? Celui qui vérifie sa montre encore et encore? Ou celui qui n'avait pas du tout touché à son thé? Puis, la voix de Sikh revint dans son écouteur. « Monsieur, nous avons trouvé le signal. Il vient de l'intérieur de la veste d'un des ministres. L'espion porte un microphone caché. »« Lequel ?» Ibrahim murmura dans sa barbe. « Nous suivons toujours, mais c'est quelqu'un à votre gauche. » Ibrahim tourna légèrement la tête. À sa gauche se trouvaient 3 hommes, le ministre de l'Agriculture, le ministre de la Défense et le vice-ministre de la Sécurité. 3 hommes puissants, 3 traîtres possibles. Mais ensuite, quelque chose s'est produit. Le ministre de la Défense, le même homme dont la voix avait été entendue plus tôt sur la bande, a accidentellement renversé sa tasse de thé. Alors qu'il se penchait pour la nettoyer, la nappe se souleva légèrement, et Ibrahim vit quelque chose de rouge clignotant à l'intérieur de sa veste. C'était minuscule, comme un petit point de lumière, mais c'était suffisant. C'était le bug, l'émetteur. Ibrahim appuya calmement sur un bouton du stylo dans sa poche. C'était le signal. Dehors, le commandant Sikh et son équipe ont reçu le message. « Allez !» a-t-il dit à son équipe. « L'opération Blackout commence maintenant. » En quelques secondes, les lumières du palais s'éteignirent. Boum, obscurité. La pièce entière était dans le noir absolu. Un grand halètement résonna. Les chaises raclèrent le sol. Certains hommes ont crié de confusion, puis s'écrasent. Une vitre s'est brisée. La fumée remplit la pièce. Les gardes se sont précipités, portant des lunettes de vision nocturne. Ils se sont déplacés rapidement, attrapant les ministres un par un avant même qu'ils aient pu réagir. Au bout de 30 secondes, les lumières se sont rallumées. Et là, par terre, se trouvait le ministre de la Défense, coincé par 2 gardes, avec le petit émetteur trouvé dans sa poche intérieure. Il a été attrapé. Tout le monde le regardait, choqué. « Qu'est-ce que c'est ?» a crié le sous-ministre, faisant semblant d'être surpris. Ibrahim se releva lentement, la voix froide et claire. « Je vous ai tous fait confiance, mais quelqu'un ici a choisi de me trahir. » Le ministre de la Défense, en sueur et respirant lourdement, a crié « J'ai été forcé. Ils ont menacé ma famille. S'il vous plaît, monsieur le président, je n'avais pas le choix. » Ibrahim le regarda dans les yeux. « Vous aviez le choix. Vous avez choisi le pouvoir plutôt que l'honneur. » Les gardes ont traîné l'homme hors de la pièce. Mais alors, juste au moment où tout le monde pensait que c'était fini, une autre voix a crié à l'extérieur. « Monsieur, l'un des gardes s'est enfui. Il s'est enfui par la porte arrière. » Le cœur d'Ibrahim se serra. Il y avait plus à cela. Encore des traîtres. Et pire encore, quelqu'un les avait aidés de l'intérieur. Il regarda à nouveau autour de la pièce. Il pouvait ressentir la peur, la culpabilité, le silence. Il se tourna vers Sikh. Fouillez chaque membre du personnel, chaque garde, chaque femme de ménage, chaque cuisinier. Quelqu'un continue de les aider. Sikh hocha la tête. Oui, monsieur. Mais alors qu'ils sortirent de la pièce, Ibrahim s'arrêta brusquement. Il avait oublié quelque chose. Ismaïl, le garçon à la radio. Il l'avait laissé dans la chambre d'amis du manoir, en sécurité. C'est du moins ce qu'il pensait. Maintenant, son cœur s'est brisé. Et si le garde évadé était après le garçon? Et si quelqu'un voulait le faire taire avant qu'il puisse parler à nouveau? « Amenez-moi à Ismaïl maintenant !» cria Ibrahim. Il a couru dans le couloir, suivi de 4 gardes armés. Ses pas résonnaient bruyamment dans les salles de marbre. Il atteignit l'aile des invités. La porte de la chambre du garçon était grande ouverte, et la pièce était vide. Pas d'Ismaïl, pas d'enregistreur, juste une fenêtre ouverte et une petite tache de sang sur le sol. Le cœur du président se serra. Il regarda le sang, figé sur place. Ses gardes se précipitèrent dans la pièce, criant des ordres, vérifiant chaque recoin,
regardant sous le lit, la table, derrière les rideaux. Mais il était trop tard. Ismaïl était parti. « Trouvez-le !» cria Ibrahim. « Scellez chaque sortie. Fouillez tout le palais. »« Oui, monsieur », répondirent les gardes en se dispersant dans toutes les directions. Sik arriva 1 minute plus tard, haletant après avoir couru. Il vit le sang et serra la mâchoire. « Monsieur, c'était prévu. » Ibrahim avait froid partout. « Tu penses que quelqu'un l'a emmené ?» il a demandé. « Oui », a déclaré Sik. Il était la clé. Le garçon en avait la preuve. Sa radio, sa cassette. Cela fait de lui une cible. Ibrahim regarda par la fenêtre ouverte. Elle faisait face au mur du jardin. Celui qui a emmené le garçon. Ils n'ont pas franchi les portes. Ils sont sortis, a murmuré le président. Il a probablement utilisé l'arbre près de la fenêtre de la cuisine. Ce mur ne fait que 6 pieds de haut. Sik hocha la tête. Je vais vérifier les images de vidéosurveillance. Non, a répondu Ibrahim. Ne perdez pas de temps. Les caméras étaient probablement éteintes. Allez à la tour radio. Voyez si quelqu'un a capté des transmissions étranges au cours de la dernière heure. J'y suis, a répondu Sik. Alors que Sik s'enfuyait, Ibrahim serra les poings. Ils avançaient rapidement maintenant. Quelqu'un à l'intérieur du palais avait aidé les traîtres. Mais pire encore, ils avaient emmené un enfant, un pauvre garçon qui avait tout risqué pour aider son pays. Et maintenant il était parti, peut-être mort. Ibrahim a refusé d'accepter cela. Il est vivant, se dit-il. Il doit l'être. À ce moment-là, un garde du palais de rang inférieur accourut vers lui, l'air pâle. « Monsieur le Président, j'ai vu quelque chose », a déclaré le garde. Juste avant que les lumières ne s'éteignent, un homme en uniforme de domestique est entré dans l'aile des invités. Il ne m'avait pas l'air familier. J'ai pensé qu'il s'agissait peut-être d'un nouveau membre du personnel. Les yeux d'Ibrahim se plissèrent. À quoi ressemblait-il? Petit, lourd, avec une cicatrice sur la joue gauche, et il marchait en boitant. Le président se figea. Cette description semblait familière. Il ne fait pas partie du staff, a déclaré Ibrahim. C'est un ancien militaire, un homme que nous avons licencié l'année dernière pour espionnage. Vous voulez dire le capitaine Caleb? A demandé le garde. Oui, a répondu Ibrahim. Et si Caleb est impliqué, c'est pire que ce que nous pensions. Il se tourna vers le chef de sa garde. Verrouillez tout le palais. Personne n'entre ni ne sort. Et doublez la sécurité autour de ma femme et de mes enfants. Oui, monsieur, répondit rapidement le garde. Mais alors même que les ordres étaient décriés et que les soldats partaient, les pensées d'Ibrahim étaient ailleurs. Revenons à la radio cassée. Revenons à l'expression sérieuse du garçon. Retour au moment où le garçon avait dit « Il prépare quelque chose ce soir ». Et maintenant, le garçon était parti. Pendant ce temps, loin du palais, sur un chemin de terre accidenté, une camionnette rebondit. À l'intérieur, Ismaël était assis attaché à une chaise, la bouche recouverte de rubans adhésifs, les yeux écarquillés de peur. En face de lui était assis un homme avec un sourire aigu et une cicatrice sur la joue. « Capitaine Caleb », dit l'homme. « Eh bien, dit Caleb en allumant une cigarette. « Tu as causé beaucoup de problèmes à des personnes puissantes, gamin. » Ismaël a essayé de crier, d'avertir quelqu'un, mais la bande l'a gardé silencieux. « Tu n'aurais pas dû jouer avec les radios, dit froidement Caleb. Votre bouche va vous faire tuer. » L'homme qui conduisait la camionnette éclata de rire. « Ce n'est qu'un enfant. Achevons-le et jetons le corps à la rivière. » Mais Caleb secoua la tête. « Non, le patron a dit d'attendre. Il veut entendre ce que le garçon a enregistré. Si c'est dangereux, nous le livrerons aux étrangers. Laissez-les s'occuper de lui. » La camionnette a quitté la route et est entrée dans un ancien entrepôt. Les portes se refermèrent derrière eux. Ismaël regarda autour de lui. Poussière, rats, caisses, obscurité.
C'était ça. Son cœur battait plus vite. Était-ce là qu'il allait mourir? Puis quelque chose d'étrange s'est produit. Caleb attrapa l'enregistreur d'Ismaël. Il appuya sur un bouton, mais rien ne joua. C'était vide. « Qu'est-ce que ?» dit Caleb. « Où est l'audio ?» a demandé le chauffeur. Caleb attrapa le garçon par le col. « Qu'as-tu fait? Où est l'enregistrement ?» Ismaël le regarda simplement avec du feu dans les yeux. Caleb a arraché le ruban adhésif de sa bouche. « Je l'ai caché, » murmura Ismaël. Caleb l'a frappé au visage. Du sang jaillit de la lèvre du garçon. « Où ?» Ismaël a craché du sang sur le sol. « Vous ne le trouverez jamais. » Caleb grogna et leva la main pour frapper à nouveau. Mais ensuite son téléphone a sonné. Il l'a ramassé. « Oui ?» Une voix à l'autre bout du fil dit « Changement de plan. » Le président se rapproche. « Emmenez le garçon dans les airs. L'avion décolle dans 30 minutes. Il doit disparaître. » Caleb hocha la tête et mit fin à l'appel. « Tu as de la chance, Ra, » marmonna-t-il. « Après ça, tu pars pour un long voyage. Qui sait ?» Il a repoussé le garçon dans la camionnette. Les mains d'Ismaël saignaient. Son visage lui faisait mal. Mais intérieurement, il souriait parce qu'ils avaient tort. Il avait caché l'enregistrement. Mais pas au palais, ni dans ses vêtements, ni même à la radio. Il l'avait caché quelque part, où personne ne penserait à le regarder, dans l'enceinte cassée au coin de sa rue, là où tout a commencé. Et quelqu'un venait de le trouver. De retour au palais, un jeune concierge d'à peine 18 ans nettoyait l'enceinte du marché qu'Ismaël avait utilisé plus tôt dans la journée. Il a vu quelque chose d'étrange. Le dos a été scellé, avec du ruban adhésif. Curieux, il l'ouvrit soigneusement. À l'intérieur se trouvait une petite carte mémoire cachée. Il se tourna vers l'agent de sécurité qui se tenait à proximité. « Monsieur, je pense que cela appartient au président. » À l'intérieur du centre de commandement du palais, le commandant Seikou se précipita, tenant la petite carte mémoire. « Monsieur !» cria-t-il essoufflé. « Nous avons trouvé l'enregistrement du garçon. » Le président Ibrahim s'est détourné du balcon où il regardait l'obscurité. Son visage s'éclaira de choc et d'espoir. « Où l'as-tu trouvé ?»« Un concierge, » haleta Seikou. « Il l'a trouvé caché dans le haut-parleur cassé qu'Ismaël utilise pour annoncer la nouvelle. » Les mains d'Ibrahim tremblaient alors qu'il prenait la carte mémoire et la branchait. Puis la vérité est devenue vivante. Un son clair a commencé à jouer. « Il doit être parti avant le matin. Les gardes sont à nous. Le garçon ne sait rien. Sortez-le tranquillement. » La pièce était silencieuse. Chaque officier, chaque chef des renseignements, et même Ibrahim lui-même, restait figé. Ce n'était de plus seulement des rumeurs. C'était une preuve. Preuve que les ennemis, étrangers et locaux, s'étaient unis. La preuve qu'ils voulaient la mort d'Ibrahim. Et surtout, la preuve qu'un garçon des rues avait toujours eu raison. Pendant ce temps, sur une piste d'atterrissage privée à la périphérie du pays, un avion à réaction noire s'apprêtait à décoller. Ismaël, meurtri et ensanglanté, fut traîné jusqu'aux marches. Caleb marchait derrière lui, murmurant froidement « Tu aurais dû rester silencieux. » Mais alors que les moteurs rugissaient, un hélicoptère noir est apparu du ciel. Boum, boum, boum! Il est descendu avec le bruit du tonnerre. Les soldats ont sauté, les fusils pointés. « Lâchez votre arme !» cria une voix. « Les mains en l'air !» Caleb a sorti un pistolet et a attrapé Ismaël, le tenant comme bouclier. « Reculez ou le garçon meurt !» il a crié. Les soldats hésitèrent. Alors bang! Un coup de feu retentit par derrière. Caleb tomba à genoux, du sang coulant de sa jambe. Ismaël tomba en avant, libre. Derrière eux, descendant d'un deuxième hélicoptère, se trouvait le président Ibrahim Traoré, lui-même. Oui, il était venu personnellement. « Vous avez blessé mon peuple, » dit-il calmement en s'avançant. « Vous avez essayé de vendre mon pays. Vous avez volé un enfant chez moi. » Caleb gémit.
Ce n'est pas fini. Mais Ibrahim secoua la tête. Oui, c'est le cas. Il se tourna vers ses hommes. Arrêtez tout le monde. Brûlez ce jet s'il le faut, et ramenez mon fils à la maison. Ce soir-là, toute la nation a regardé le président en direct à la télévision. Mais cette fois, il n'était pas seul. Ismaël se tenait à côté de lui, vêtu d'une chemise blanche et propre, un nouveau bandage sur le sourcil, et le plus grand sourire que l'on ait jamais vu. Le président leva la main. Mon compatriote burkinabé, ce soir, nous avons été presque détruits de l'intérieur. Des gens en qui j'avais confiance ont essayé de tout nous prendre. Mais une seule voix a sauvé ce pays. Un garçon, un enfant de la rue. La salle s'est remplie d'applaudissements et de larmes. Ismaël restait silencieux, dépassé, ne sachant pas quoi dire. Mais le président a mis la main sur son épaule. À partir de maintenant, a déclaré Ibrahim, ce garçon fait partie de ma famille. Il est la preuve que la voix du peuple compte, aussi pauvre soit-il, aussi jeune soit-il. Dans les semaines qui ont suivi, des arrestations ont eu lieu. Les essais ont commencé. De sales secrets ont été dévoilés. Mais quelque chose de plus puissant s'est produit aussi. Les gens se sont réveillés. Ils ont compris que la vérité pouvait venir de n'importe qui, même d'un enfant dont la radio était cassée. Le président Ibrahim a créé un nouveau groupe appelé Garde du Peuple, une équipe d'étudiants, de bénévoles et de citoyens ordinaires, formés pour dénoncer la corruption et protéger la nation. Et au cœur de tout cela se trouvait Ismaël. Il a une maison, une école, un avenir. Mais plus encore, il a gagné le respect. Il est devenu un symbole de courage, de vérité et du pouvoir d'une seule voix. Et chaque dimanche, le président Ibrahim s'asseyait avec le garçon dans le même vieux coin, écoutant la radio qui bourdonnait d'informations et de parasites. « Ça marche toujours ?» demanda Ibrahim une fois, en brandissant le haut-parleur poussiéreux. Ismaël sourit. « Ça marche toujours, monsieur. Il suffit d'écouter attentivement. » Ils ont ri ensemble, et au loin, à travers les toits et les arbres, le Burkina Faso était un peu plus grand ce jour-là, parce qu'un garçon de la rue a pris la parole et a sauvé une nation.